Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici pour cette dernière journée au Salon de l'Agriculture 2016. Alors, j'ai beaucoup d'invités autour de cette table et je démarre par Eliane Boucher-Garbos. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis admiratif. Vous êtes juste le stand d'en face, le stand des fleuristes, et vous nous avez écoutés toute la semaine. Alors, dites-moi un peu, les fleuristes aujourd'hui, le moral, il est bon ou il est comme les éleveurs ? Eh bien, il n'est peut-être pas tout à fait comme celui des éleveurs, mais il en est pas loin. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire que le fleuriste actuellement, comme tout commerçant, puisqu'il est à la fois commerçant et artisan, souffre énormément des charges qui sont très importantes. En plus, malheureusement, la fleur qui est absolument essentielle pour la vie est considérée un petit peu comme le luxe, alors que finalement c'est un vecteur d'émotion et que l'on en a besoin en permanence. Donc les personnes quelquefois hésitent et hors des fêtes calendaires ont du mal à faire le pas et à acheter de la fleur, et c'est bien dommage. Alors vous êtes vice-présidente de la Fédération des artisans, enfin Fédération française des artisans fleuristes. Ça veut dire que vous n'incluez pas bien sûr les grandes surfaces, mais est-ce une concurrence pour vous? Alors nous dirons que ce sont des choses totalement différentes, parce que nous vendons quand même un même produit. Mais ce que nous avons, nous les artisans, par rapport à la grande surface, c'est que nous avons un savoir-faire. Et nous apportons notre savoir-faire, nous mettons en valeur, d'ailleurs autour de nous. Exactement, c'est vous qui nous avez amené ces fleurs superbes. Voilà, c'est ça. Donc nous avons la chance d'avoir des cultures françaises maintenant, la fleur de France, des horticulteurs qui nous créent des produits, parce que nous transformons en fait le produit. Et vraiment, c'est superbe parce qu'on peut apporter vraiment tout ce que nous avons appris. Alors, je vous ai vu avec Emmanuel Macron, je vous ai vu avec différents ministres ou politiciens. Vous leur avez dit que les charges étaient trop élevées? Alors, nous en avons parlé à M. Macron, tout à fait. Et vous avez écouté? Ah, ça, j'en sais rien. Il nous a entendus. Enfin, écoutez sûrement. Entendu, ça, c'est autre chose. Mais c'est quoi? C'est un problème de charge pour vous, essentiellement? Alors, je pense qu'il y a un problème de charge. Il y a un problème aussi de peur. Les gens ne savent plus où on va. Donc, n'étant pas sûrs par rapport à l'avenir, eh bien, ils ne prennent pas trop de responsabilité, dirons-nous, et ils restent un petit peu sur la défensive. En clair, ils pourraient embaucher, mais ils ont trop peur d'embaucher, c'est ça? L'apprentissage, par exemple, c'était important chez les fleuristes. Voilà. Alors, l'apprentissage, actuellement, qui a été un temps très, très fort chez les fleuristes, eh bien, est en train de diminuer, justement. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Les centres de formation qui sont également touchés sont très ennuyés. Et donc, c'est un gros problème, c'est vrai, parce que c'est l'avenir de notre métier. Bon, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion d'échanger à nouveau. Anaït, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes russe, parce que vous êtes venue il y a quelques mois, et vous allez voir, elle parle très bien français, alors qu'il y a quelques mois, elle ne parlait pas français. Vous êtes venue, donc d'où vous venez? Je viens de Moscou. Alors, vous savez qu'on a reçu beaucoup d'hommes politiques, Nicolas Sarkozy, Bayrou, enfin, plein de politiques sur ce plateau, et chaque fois on a dit, attention, le problème de l'agriculture, c'est l'embargo russe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, vous, en tant que Russe, comment vous vivez l'embargo? J'ai parlé avec beaucoup de gens et donc je dois constater que les avis sont partagés. Il y a ceux qui sont très négatifs par rapport à l'embargo russe, qui veulent à tout prix acheter des produits étrangers, qui sont prêts à acheter des produits sur Internet grâce aux particuliers. Mais il y a ceux qui sont plutôt pour le développement de l'économie russe, et comme ça, ils pensent que l'embargo va aider à développer et à réorienter le marché, et comme ça on pourra remplacer les produits étrangers par les produits locaux. Par exemple, les fromages, on peut trouver déjà dans les supermarchés les fromages comme parmesan, les analogues de parmesan, de cheddar et même du camembert, qui coûtent moins cher que les produits français, mais quand même ce n'est pas la même chose. Il faut constater, la qualité est bonne, mais ce n'est pas la même chose. Donc, grâce à l'embargo, les entreprises agricoles peuvent être sûres que leurs produits vont être achetés. Ils sont sûrs de leur avenir, ils ont des garanties, mais quand même, il y a des conséquences négatives comme des contrefaçons et des marchés noirs. Le gouvernement essaie d'augmenter les contrôles, mais quand même,
ça s'effectue évidemment. Donc c'est le début du long processus et comme ça, on va voir ce qui va se passer après, comment cette politique de substitution donc elle va venir. Alors c'est intéressant, ça veut dire que même si on lève l'embargo, supposons, il y aura quand même eu des habitudes qui auront été prises pour des substitutions ou du marché noir. C'est ça, les gens sont habitués à consommer des vins français, des fromages français. Et comme ça, par exemple, ils vont dans les supermarchés pour acheter des vins italiens. Il y a des étiquettes, ils sont étiquetés, mais en effet, on peut trouver qu'ils sont en effet contrefaits. En ce qui concerne les marchés noirs, on peut dire qu'il y a pas mal de produits qui sont étrangers qui sont exportés comme des produits polonais avec des passeports, avec des documents truqués via les pays comme la Biélorussie et le Kazakhstan. Et donc, oui, on essaie de lutter contre cela, mais ce n'est pas encore résolu ce problème. Voilà, Anaït est stagiaire à l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Paris. Bravo pour Merci cette beaucoup. chronique en français. Voilà, bravo. Alors, Jean Becbédé, vous êtes venu avec du maïs, parce qu'effectivement, votre passion, c'est la sélection et le maïs. Vous venez pour Pro-Maïs ici. Oui, ma passion, c'est l'agriculture en général et la sélection des plantes en particulier. Et le maïs, c'est la plante que je connais le mieux. Alors, il y a quelques mois, je crois il y a 6 mois, vous étiez en Chine. Oui. Et c'est vrai qu'on a vu que la Chine achète des terres, on a vu que la Chine achète des sociétés dans le domaine de l'agrochimie et de la semence. Alors qu'est-ce que vous avez retenu comme idée clé de ce voyage en Chine ? Eh bien, j'ai retenu que les Chinois, c'était l'autre pays du maïs, puisque moi, j'ai aidé des instituts de recherche sur le maïs. Et c'est un pays immense qui a la même surface de maïs que les États-Unis. On parle souvent des États-Unis. En surface, c'est à peu près l'équivalent, entre 30 et 35 millions d'hectares de maïs. Et ce sont les deuxièmes producteurs mondiaux. Ils ont à la fois cette force et la faiblesse, c'est qu'ils sont restés en retard dans l'innovation et la sélection moderne du maïs. Mais il me semblait qu'ils avaient pourtant des OGM et qu'ils avaient beaucoup investi là-dedans. Alors, ils ont beaucoup investi dans tout ce qui est biotechnologie. Avec des millions et des millions, voire des milliards. Oui, ils ont rattrapé très vite le retard. Ils ont des OGM, ils ont des laboratoires de biotechnologie de très haut niveau, mais ils ont négligé ce qu'on appelle la sélection moderne au champ, la sélection en haute densité, multilocale, multiannuelle, etc., qui fait en réalité l'essentiel des variétés. Ils ont les très beaux accessoires, ils n'ont pas le châssis, voilà, si on compare aux voitures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'ils rattrapent le temps perdu pour des variétés de base ? Exactement, mais c'est très difficile parce que c'est très long. Et en réalité, je pense que la bonne stratégie pour eux, ça va être d'acheter cette technologie et d'acheter des sociétés de semences. Et on a quelques exemples récemment, puisqu'ils viennent de racheter Syngenta. Et ça, c'est une façon de récupérer 30 ou 40 ans d'innovation dans la sélection des plantes. Pour eux, nourrir leur population, c'est une vraie préoccupation. Souvent, on a reproché aux politiciens de ne pas prendre conscience de l'enjeu alimentaire. En Chine, c'est réel ? C'est réel, ils sont très préoccupés par ça parce que la demande de maïs, en fait, qui sert essentiellement à nourrir des volailles et des porcins, se développe très rapidement. Et depuis 5 ans, ils sont importateurs, ils ne produisent pas assez. Et ça les tracasse beaucoup parce qu'ils ont toute une politique d'exportation, mais l'importation leur coûte très cher. Donc ils veulent absolument rattraper ce retard. Ils ont la surface, c'est une question de technologie, d'éducation probablement aussi des agriculteurs, mais les agriculteurs sont très productifs, pas de problème, mais ils sont en retard d'un point de vue technologique. Et vous pensez qu'ils vont le combler rapidement ? S'ils font cette politique, ils ont les moyens d'acheter les technologies qu'ils n'ont pas, et à mon avis, ils vont acheter des sociétés de semences et du germplasme, des variétés, et ça va leur permettre de rattraper rapidement. Alors de la Chine, on va passer au Big Bang et au trou noir. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Belletruy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un chercheur bien connu, professeur au laboratoire d'astroparticules et de cosmologie de l'Université Paris Diderot. Vous avez écrit cet ouvrage donc aux éditions Duno. Alors on le sait, ce que Einstein avait prévu il y a un siècle, grosso modo, ça vient d'être démontré.
Effectivement, on a découvert qu'il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs sont rentrés en collision l'un avec l'autre, ont fusionné, et ceci a donné des signaux qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qu'on a détectées en septembre dernier. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Alors, on est bien d'accord, c'était dans le passé et à l'autre bout de l'univers quand même. Hein. Voilà, parce que ces ondes ont la vitesse de la lumière, donc elles mettent 1,3 milliard d'années à franchir 1,3 milliard d'années-lumière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une courbure de l'espace-temps. Ça, Einstein l'avait prévu. Et ce qu'il avait prévu aussi, c'était comme c'était un fluide, quelque part, comme la mer. Effectivement, l'espace-temps est courbé par la masse, et quand il y a une explosion, il y a de la masse qui bouge, donc il y a la courbure qui se déplace, un petit peu comme à la surface de l'eau, effectivement. Alors, quel lien avec l'agriculture? Pourquoi Pierre Bénétruy est ici, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Oui, de toute façon, il y a un lien entre cette évolution de l'humanité, des plantes, des animaux et de tout l'univers avec son évolution, on va dire, physique, bien sûr. Ouais, mais ça se passe. Les molécules qui sont dans ce maïs ou dans nous proviennent, nous le savons, d'étoiles et d'une longue histoire de l'univers. Madame, Bien, à votre vrai avis que pour nous, ça paraît un petit peu irréel, mais c'est vrai que en fait, on est proche de tout ça et le monde est un tout et on fait partie de ce monde Voilà. et de cette évolution. et je trouvais très intéressant pour la dernière émission de l'invité, pour prendre du recul, pour pas oublier qu'on fait partie effectivement d'un univers très très vaste. Alors, quel lien avec l'agriculture peut-être? Alors moi j'en vois plusieurs. D'abord je crois que quand on travaille la Terre, on s'intéresse à cette Terre-là et donc s'intéresser à tout l'univers. Je ne vois pas pourquoi les agriculteurs ne s'intéresseraient pas plus à tout l'univers que tout un chacun. En fait, quelque part ça nous concerne tout un chacun. Et moi j'ai fait un cours justement sur ces choses-là sur Internet, ouvert au grand public. Il y a des agriculteurs qui sont inscrits et qui effectivement se sont rendus compte. Le message qu'on nous envoyait, c'est que quelque part réfléchir à ça, ça relativise à la fois notre vie de tous les jours, ça lui donne aussi plus de valeur, ça nous met dans le contexte, on va dire. Et bon, alors ça c'est, je dirais, ce qui concerne tout un chacun. Il y a d'autres applications à l'agriculture, comme par exemple le GPS. Le GPS arrive à vous trouver dans votre voiture ou votre tracteur parce qu'il y a les corrections qui sont dues à la théorie d'Einstein, etc. Sinon, il se tromperait de quelques dizaines de mètres. Donc déjà, on est obligé de tenir compte du fait que l'espace et le temps sont reliés. Et il y a le GPS, c'est un signal qui nous vient des satellites. Il faut tenir compte du fait que l'espace-temps est courbé par la Terre pour arriver à vous localiser à quelques mètres près. Donc tous ceux qui utilisent le GPS sont redevables de ce genre de théorie en fait. Et puis, il n'y a pas une histoire aussi d'instruments de mesure qui sont de plus en plus sensibles? Alors effectivement, pour mesurer des ondes gravitationnelles, on est obligé d'avoir des instruments de mesure ultra sensibles. C'est pour ça qu'on a attendu 100 ans pour les observer. Et on utilise ces façons de mesurer l'espace et le temps de façon très sensible, par exemple sur des satellites, pour mesurer la hauteur de la Terre en chaque endroit. Donc par exemple, la Terre, un tsunami, on va pouvoir le mesurer simplement parce qu'il perturbe un tout petit peu le champ gravitationnel de la Terre. Et donc c'est ces instruments de mesure ultra précis qui vont nous permettre d'observer notre Terre, de la comprendre et, si possible, de l'entretenir pour la garder. Et puis, je crois savoir que l'étude des trous noirs à l'autre bout de l'univers permet aujourd'hui, enfin vous me dites un peu, mais on est un peu à la veille d'immenses découvertes. Il va y avoir une accélération? Eh bien, effectivement, l'univers, dans ses plus grandes dimensions, il est régi par la gravitation, justement par la force gravitationnelle. Et donc, arriver à la comprendre, ça va être extrêmement important. Je vous parlais de ces trous noirs. On va pouvoir aller mesurer tout près des trous noirs. Le film interstellar demain, alors ce n'est pas les astronautes qui vont le faire, c'est nos instruments qui vont le faire, mais on va pouvoir s'approcher de l'horizon des trous noirs et comme ça voir si, par exemple, la théorie de la relativité, la théorie d'Einstein est tout à fait cohérente ou s'il faut la marier à l'autre grande théorie de la physique, qui est la théorie quantique. Et donc il y a toutes sortes de questions qui se posent sur la façon dont l'univers est conçu, comment l'espace et le temps même apparaissent, et c'est ça cette découverte nous ouvre enfin les portes de l'univers gravitationnel, on va dire.
Parce que pour rester un peu technique, dites-moi si je me trompe, mais effectivement la physique quantique, cette physique qui est plutôt appropriée pour les petites particules, les électrons par exemple, pour le cycle de la photosynthèse, elle permet d'expliquer le très bon rendement de la photosynthèse par rapport aux panneaux photovoltaïques, et notamment des plantes comme le maïs. Donc on arrive à boucler quelque part comment dans le lointain, on aura peut-être demain des applications ou des progrès liés aussi dans le proche, dans l'infiniment petit. Tout à fait, mais de toute façon, les technologies que monsieur a évoquées sont le futur de l'agriculture. Moi, je suis convaincu que l'agriculture de demain, c'est une agriculture de haute technologie qui va utiliser, j'espère, parce qu'il n'y a pas de raison que les agriculteurs n'utilisent pas les retombées de cette science et des technologies qui vont en découler. C'est absolument nécessaire, et moi je crois profondément que les agriculteurs de demain n'auront des revenus corrects, ne vivront comme les autres classes de la société que si justement ils utilisent très bien toutes les productions de la science, toutes les nouvelles technologies, y compris le géopositionnement, y compris peut-être toutes les découvertes qui se font dans le domaine de la génétique et dans le domaine de l'amélioration, peut-être de la photosynthèse. Bon alors, allez-y. Juste l'agriculteur qui justement a suivi ce cours sur la gravité, qui est un agriculteur hollandais d'ailleurs, me disait que l'avenir de l'agriculture, c'est dans le ciel. Donc voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas pour l'instant, mais il va falloir l'intégrer. Très bonne remarque. Alors pour finir, j'appelle Isabelle Piboulot. Bonjour. Alors Isabelle, vous êtes stagiaire effectivement pour l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, comme Anaït, vous nous avez aidé durant toute cette semaine pour ces émissions. Alors parlez-nous un peu des politiques que vous avez vues. Alors, le monde agricole préoccupe et donc sur un fond de crise, nous avons reçu un véritable cortège de politiques ici sur le plateau de TV Agri. Certains nous ont glissé entre les doigts. Je pense notamment à Emmanuel Macron qui a plutôt choisi de s'initier au maniement d'une splendide moissonneuse-batteuse, n'est-ce pas? De nombreux sénateurs et députés ont répondu présent. Je pense à Michel Dantin, Éric Andrieux ou encore Gilbert Collard. Alors, sur une tendance s'est détachée sur ce plateau puisqu'il faut le dire, la gauche était aux abonnés absent. En début de salon, nous avons reçu Valérie Pécresse qui a appuyé sa volonté de tendre à une nouvelle politique agricole régionale. Naturellement, le Made in Île-de-France était à l'honneur. Le 2 mars, les visiteurs se sont bousculés autour de notre plateau puisque nous avions le privilège de recevoir Nicolas Sarkozy. Le président des Républicains a joué la carte de la proximité pour renouer avec le monde agricole, mais pas que, puisque, je cite, il y a une bombe atomique en France, le chômage. Alors, rien de surprenant, mais Nicolas Sarkozy a tenu à souligner cette autre urgence économique. Toujours dans la famille des Républicains, Jean-François Copé était également sur notre plateau. Il s'est adressé directement à 2 agriculteurs en face à face, l'occasion pour lui d'exprimer son amour pour l'agriculture bio et les mouvements coopératifs, mais aussi l'occasion de revenir avec pas mal d'autodérision sur les derniers sondages catastrophiques le concernant. Bruno Le Maire était également de la partie. Il nous a fait part de sa priorité absolue, la défense de ceux qui produisent. Il souhaite réinventer une contractualisation réussie en faveur des producteurs qui luttent tant bien que mal contre les grands industriels. Nous avons aussi reçu Xavier Bertrand ou encore Nadine Morano. Alors, ce qu'on retiendra, c'est que sortir de la crise agricole sera laborieux, ce n'est un secret pour personne, mais nous n'avons plus qu'à attendre que les paroles de tout ce beau monde se concrétisent en actions efficaces. Donc si vous voulez revoir ou voir l'intervention de nos politiques sur nos émissions, je vous donne rendez-vous sur le site tvagri.info. Isabelle, merci beaucoup pour cette très belle chronique de conclusion. Alors vous savez que c'est notre dernière émission. On a tourné 100 d'émissions ici durant 2 jours. D'ailleurs, vous voyez ma voix, elle s'en souviendra un petit peu. Et effectivement, ça a été des beaux moments. Alors il me faut remercier tout d'abord les équipes du GNIS et l'espace Village Semence qui a permis à tous les partenaires médias, TV Agri, mais aussi le Figaro, Ouest France, Rustica, Wiki Agri, le blog d'Olivier Masbou et bien d'autres, et notamment aussi avec l'école de journalisme, de relayer tous les directs durant cette émission. On a reçu plus de 120 invités, 70 hommes politiques. On a effectivement eu 400 invités, des artistes. On a fait un lancement d'un film qui s'appelle Saint-Amour, que je vous recommande vraiment. Et puis il me faut remercier toutes les équipes techniques qui sont là en régie, qui ont assuré effectivement tous ces directs, les cadreurs, les maquilleurs, Yamina pour l'organisation des invités, pour l'accueil, et puis effectivement tous les journalistes qui ont préparé ces fameuses fiches
dans lequel tout est inscrit. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Et puis il me reste à vous remercier, à vous d'être venus débattre sur ce plateau et à vous de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Merci beaucoup.